Bon, donc maintenant on va regarder les états de transition et la dépendance de K avec T. Oui, merci. Bon, donc on va regarder une réaction simple que je crois que vous avez déjà vue. On ne va pas le nommer directement. Bon, donc si on fait un diagramme de énergie disponible, disons simplement énergie, si on a les réactifs, puis si on ne va pas être trop précis ici, juste coordonnées de la réaction. Qui est quelque chose qui est précis, mais on ne verra pas ça dans ce cours. Bon, donc, il faut passer par un maximum en énergie. Ensuite, on a les produits là. Bon, donc, l'échelle Y, ce sont de l'énergie. Donc, la différence ici entre les réactifs et les produits, c'est une mesure de delta G ou delta H, dépendant des choses. Mais il y a un maximum d'énergie il faut dépasser. Donc, il faut que les réactifs ont assez d'énergie pour effectuer la réaction. Et cette différence d'énergie s'appelle EA, l'énergie d'activation. Bon, donc, on commence avec les réactifs. Les réactifs doivent avoir assez d'énergie pour dépasser la barrière, puis ça devient des produits. Bon, donc il y a un nom pour la structure ici. Ça s'appelle état de transition. Il y a des noms aussi, complexes activés. Il y a des distinctions qui sont vraiment pas nécessaires pour ce cours. Donc, si vous suivez un prochain cours en cinétique, on va voir tous les détails de la mécanique statistique concernant ça. Bon, donc on va regarder l'état de transition parce qu'on ne l'a pas discuté encore. Donc, l'état de transition. OK, donc, c'est quoi un molécule? Un molécule est un arrangement stable de noyaux et de densité électronique. Donc, si on change la position des noyaux, il faut ajouter d'énergie. Donc, il faut ajouter d'énergie pour changer la géométrie d'une molécule. Disons, pour changer la géométrie. OK, donc une question, d'où vient cette énergie? Et on peut deviner la réponse. C'est de l'énergie cinétique. Comment est-ce qu'on échange d'énergie cinétique? Des collisions entre des molécules.
Puis plus tard aujourd'hui, d'où vient la dépendance sur la température? La température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne d'un arrangement. Donc, d'un arrangement, je n'aime pas ça, d'une collection, d'un objet. Bon, donc l'état de transition, est la structure par laquelle il faut passer. Bon, donc on va voir un exemple parce que c'est vraiment clair avec des exemples. Donc, une réaction de SN2, substitution de nucléophiles, et disons que c'est symétrique parce que l'état de transition est vraiment bien compris. Bon, donc c'est quoi la réaction? On a CH3Br plus Br moins, puis à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a Br moins plus CH3Br. OK, donc l'état de transition pour cette réaction est bien connu. Donc, on a CH3 dans le plan. Ensuite, on a Br, puis on a Br. OK, donc pour l'état de transition, ces deux distances sont identiques. Si une des distances est plus grande que l'autre, on va tendre vers soit ce produit-là ou ce produit-là. OK, donc le message que je veux vous donner, c'est que ce n'est pas un arrangement stable. Ça va tomber vers un produit ou l'autre. Si on change la longueur, BR, c'est BR. Bon, OK, donc une observation il faut que je fasse. Combien de liens sont dans cette structure-là? Et la réponse, c'est ce n'est pas une bonne question, parce qu'il y a plus qu'un diagramme d'orbital moléculaire qui est important, donc on va voir ça dans le cours de quantique l'année prochaine. Bon, donc pour l'instant, on peut oublier ça. Donc, on va regarder cette structure sur un plot. Donc, si on regarde l'énergie du potentiel, l'énergie, on va pas être trop précis. Okay. C'est symétrique, donc les produits et les réactifs sont complètement dégénérés. Disons que ça sont les réactifs. Et ça sont les produits. OK, donc l'état de transition, c'est cette espèce-là. Donc, si on rapproche cette distance-là, on va tomber dans cette direction vers ces réactifs. Et si on change cette distance, si on raccourcit cette distance-là, on tombe vers ces produits-là. Mais quand les distances sont exactement les mêmes, on est là. Bon, donc dans cette direction, c'est un maximum d'énergie.
Mais c'est un minimum dans toutes les autres directions. Donc, si on change la distance CH, on va augmenter l'énergie, on sera quelque part autre. Donc, le point de l'état de transition, c'est que l'état de transition est un maximum. Et je vais le mettre en guillemets dans la direction de la réaction. Qu'est-ce qu'on veut dire par la direction de la réaction? Une motion géométrique qui décrit la réaction chimique. Donc, trouver une direction de réaction est en principe difficile. Dans ce cas, c'est extrêmement clair ce que c'est la distance BR-CBA. Donc, c'est un maximum dans cette direction, puis un minimum dans toutes les autres directions. OK. Et il faut dire, ce sont quoi les réactifs et les produits? Ils sont des minimums dans toutes les directions. OK, donc on ne va pas voir ça dans le cours, mais vous pouvez deviner. On a fait un dessin, puis on a utilisé les mots maximum et minimum. Comment est-ce qu'on caractérise des maximums et des minimums? En regardant les premiers et deuxièmes dérivés. Donc un maximum a un premier dérivé de 0, puis un deuxième dérivé qui est négatif. Les minimums ont un premier dérivé égal à 0 et des deuxièmes dérivés qui sont positifs. Et c'est en utilisant ça que les logiciels peuvent calculer ça. Bon, donc j'ai dit ça, on ne va pas utiliser les équations-là. Bon, donc l'énergie d'activation, on l'écrit, d'habitude c'est une énergie libre Gibbs, comme ça. Pourquoi cette notation-là? Parce que, qu'est-ce que ça mesure? C'est donc c'est une différence entre delta G de l'énergie libre Gibbs en particulier l'état de transition, moins l'énergie libre de Gibbs de les réactifs. Donc, si on fait un plot encore une fois, comme ça, qui est vraiment idéalisé, et cette fois sur cet axe, on va faire un plot de G. Cette distance-là, c'est quoi? C'est delta G, comme ça. La distance entre les réactifs et les produits, c'est delta réaction, le changement d'énergie Gibbs de cette réaction. Si on veut faire la réaction à l'envers, donc on veut que les produits deviennent des réactifs, c'est quoi l'énergie libre de Gibbs de activation? C'est cette distance-là. Il n'y a pas de bonne notation pour ça, disons ça. Et on peut deviner c'est quoi, on peut voir directement. C'est quoi? C'est delta G de réaction plus l'énergie d'activation dans le sens direct.
Bon, donc on ne peut pas. OK. C'est vraiment difficile de calculer les énergies d'activation. On peut les mesurer, mais c'est compliqué. Bon, donc il y a quelques petits détails concernant ça qu'on va voir directement. Ensuite, on va regarder la dépendance avec la température. OK, il y a un principe que vous verrez en chimie organique. Je vais vous, je vais l'écrire. Je ne vais pas vous donner une preuve, mais je crois que c'est assez évident. Si on a une réaction comme ça, où on a deux produits, la proportion des concentrations des produits est déterminée par les énergies d'activation. Donc, si on fait un plot, bon, donc, ça c'est A, C est ici, puis D est là. En principe, il y a une différence entre les énergies-là. Mais le point, c'est que cette énergie d'activation est inférieure à celle-là. Donc, on peut voir, on peut deviner qu'il y aura plus de D que de C. Pourquoi? Parce que ça prend moins d'énergie pour faire D que faire C. Donc, le principe Curtin-Hammett, c'est que la proportion des produits dépend de la différence des énergies d'activation. Dans les textes, on écrit ça comme delta, delta G. Pour moi, c'est comme nails on a blackboard, mais whatever, là, c'est comme ça qu'on l'écrit. Bon, donc, la proportion de D sur C est proportionnelle à... OK, on sera un peu... Ça dépend de cette différence-là. OK, on peut faire des cas un peu plus compliqués aussi. Comme disons qu'on a A et B en équilibre, puis B devient D, puis A devient C. OK, donc là, on a A et B qui sont en équilibre. Le delta G qui est pas grand. Encore une fois, la proportion des produits, la proportion des concentrations des produits dépend de cette différence delta, delta G activation. Donc ça, c'est une conclusion qualitative que je veux que vous compreniez. OK, donc la dernière chose pour cette section, c'est la dépendance d'une réaction, de la dépendance avec T. Donc,
Bon, donc c'est quoi la barrière à une réaction chimique? C'est d'avoir assez d'énergie pour passer l'état de transition. Donc il faut avoir assez d'énergie. Puis d'où vient cette énergie, encore une fois, d'habitude cinétique? Pour dépasser, disons, l'état de transition. Bon, donc si on a plus d'énergie cinétique, on va dépasser la barrière avec plus grande probabilité ou, disons, plus rapidement. Donc, avec et c'est quoi notre mesure d'énergie cinétique en moyen? Température. Plus de molécules auront assez d'énergie. Et si plus de molécules ont assez d'énergie, la réaction se passe plus rapidement. Bon. La chose qui nous donne une mesure de la vitesse de réaction, c'est K. Donc si on fait une réaction à plusieurs températures différentes, on mesure K pour plusieurs T. Donc, pour une réaction donnée, on sait l'ordre de réaction, disons. On mesure K en regardant plusieurs T. Je vous donne la dépendance. On pourra peut-être deviner ça, mais on laissera ça pour un cours de mécanique statistique. On voit que le logarithme de K est quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce qu'on sait ça? On fait un plot de logarithme de K versus 1 sur T. Si on fait un plot de ça, on a des résultats linéaires, c'est ça qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on veut des résultats linéaires? Parce qu'ils sont faciles à comprendre. Si c'est une courbe, c'est vraiment difficile. Bon, donc, logarithme de K versus T versus 1 sur T est linéaire. On a ordonné à l'origine. De logarithme de A, on va voir ça plus tard. Et c'est quoi la pente? C'est moins EA sur R. Donc, en regardant la dépendance de K avec T, on trouve que l'énergie d'activation est impliquée directement. OK, donc pour mesurer des résultats, on veut des formes linéaires. On peut résoudre ça pour K. Et c'est une forme assez facile. Donc, on a K qui est A exponentielle moins EA sur RT. Les dimensions ici deviennent nulles parce que énergie divisée par RT ne nous donne pas d'unité. Ensuite, A, on l'appelle le facteur pré-exponentiel.
Pour chaque réaction, c'est différent. Qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de la fréquence de collision avec la bonne orientation. Bon, donc pour effectuer une réaction chimique entre plusieurs molécules, disons, il faut avoir une collision entre toutes les molécules en bonne orientation avec assez d'énergie. Le facteur de A mesure la fréquence des collisions en bonne orientation. Puis, cet facteur de exponentielle moins EA sur RT donne la proportion des collisions qui auront assez d'énergie. Donc, EA, c'était l'énergie d'activation. Donc, je vous dis que EA sur RT donne la proportion de collision avec assez d'énergie. On peut juste dire molécule, je pense. Donc, K, qui est un produit de ces deux choses, mesure du nombre de collisions avec assez, du nombre de collisions en bonne orientation avec assez d'énergie. OK, donc ça, c'est une introduction à la dépendance sur T. Si on voudrait faire mieux, ça devient rapidement très compliqué. Donc, ça sera pour un prochain cours. La mécanique statistique s'implique directement, mais on peut modéliser A, ensuite K, avec la mécanique statistique. Donc, si vous continuez dans cette direction, on se parlera. Bon, OK, donc on a vu état de transition, dépendance avec température. Il nous reste les catalyseurs. Puis on va voir plusieurs exemples. Les exemples qu'on utilise, okay. Les applications sont bien entendu les complexes organométalliques, puis les enzymes. Donc on va voir ces deux choses la prochaine fois.